Bienvenue dans notre débat de ce soir pour la deuxième journée consécutive. Les 27 avaient rendez-vous à Bruxelles, un sommet européen, cette fois sans le Royaume-Uni. David Cameron ayant fait hier soir ses adieux à l'Assemblée à l'issue de ces 2 jours d'échanges sur le Brexit. L'Union européenne a réitéré sa demande d'aller vite. La procédure de divorce devra être enclenchée dès septembre par le nouveau gouvernement britannique. C'est ce qu'a rappelé tout à l'heure François Hollande. Alors quel bilan dresser de ce Conseil extraordinaire? Quel avenir pour l'Europe et surtout nos voisins également outre-Manche? On va tenter de répondre à ces questions avec nos invités du jour. Clémentine Forestier, bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes rédactrice en chef de Contexte, une publication sur les politiques publiques françaises et européennes. Merci d'être avec nous. En face de vous, Catherine Mathieu, bonsoir. Vous êtes économiste à l'OFCE, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Merci d'avoir fait le déplacement. À vos côtés, Yves Bertonchini. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de Notre Europe Institut Jacques Delors. Merci également d'être là. Et puis en direct de Vienne ce soir, Gilles Pargnot. Bonsoir. Vous êtes eurodéputé du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen. Donc, revenons aux choses sérieuses. Nous venons d'assister ces 2 derniers jours à un sommet européen inédit, historique, le dernier de David Cameron, qui a présenté hier soir, plutôt ému, les résultats du référendum britannique, un référendum qu'il a lui-même souhaité d'ailleurs. Beaucoup d'émotions, nous a-t-on dit, à ce dîner, puis une nouvelle journée d'échange sans David Cameron. Un Conseil européen plutôt inédit, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu, et à l'issue, pas de déclaration. Qu'est-ce qu'il en est sorti au juste ? C'est pas très étonnant qu'il n'y ait pas eu de déclaration. C'était quand même le choc, je pense, absolument pour tout le monde, parce que même si le référendum est sur la table depuis 3 ans, très honnêtement, je pense que personne ne pensait sincèrement que ça allait se passer de cette manière-là. Donc, c'est pas extrêmement étonnant. Et il y a énormément de questions qui se posent pour le moment. Et la première, c'est de savoir quelle est la prochaine étape. Et David Cameron a dit, de toute façon, la prochaine étape, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est mon successeur. Et le successeur, il n'est pas désigné. Donc, tant que le successeur n'est pas désigné, il ne peut pas se passer grand-chose. Et c'est peut-être ça la seule chose vraiment très claire qui ressort de ce sommet, c'est que tous les Européens ont dit « on veut que vous nous notifiez votre volonté de partir ». C'est la prérogative de l'État qui veut partir qui doit le faire. Et à ce moment-là, on commence à discuter, on commence à négocier. Avant, on ne fera rien. Voilà la seule chose qui pouvait se passer de façon très claire. Catherine Mathieu, vous êtes d'accord avec ça? C'est pas surprenant qu'il n'y ait rien qui ressorte d'un tel sommet. Enfin, on peut quand même se dire l'Union européenne, elle aurait pu aussi prévoir le coup. Alors, je pense qu'il y a quand même des choses qui sont ressorties de ce sommet, et justement le fait que les 27 aient dit qu'ils souhaitaient garder une coopération forte avec le Royaume-Uni. Ça, c'est un élément important. Ça, c'est une surprise? C'est pas une surprise, mais c'est un élément très important. Parce qu'en fait, depuis cette décision du Royaume-Uni de sortir de l'Union européenne, on attend que le Royaume-Uni nous dise à quel moment il souhaitera sortir et effectivement active cet article 50 du traité. Et pour l'instant, les Britanniques disent on va prendre notre temps. Et d'autre part, les chefs d'État et de gouvernement dans l'Union européenne ne sont pas tous d'accord sur la vitesse à laquelle le Royaume-Uni devrait sortir de l'Union européenne. Pour la France, depuis plusieurs jours, c'était il faut que le Royaume-Uni décide rapidement de sortir. Pour l'Allemagne, c'était il faut que nous prenions notre temps. Et donc, aujourd'hui, quand même, les chefs d'État et de gouvernement se mettent d'accord pour dire nous souhaitons garder une coopération forte avec le Royaume-Uni. Et je pense qu'on voit ce qui se met en place aujourd'hui, c'est que les Européens vont faire tout ce qui est possible pour garder de bons contacts avec le Royaume-Uni. Yves Bertonchini, vous l'avez vécu comment, vous, ce Conseil européen extraordinaire? C'est un conseil post-traumatique. Le Royaume-Uni va nous quitter. C'est une amputation pour l'Union européenne, donc c'est douloureux de perdre un membre, surtout un membre supérieur, un bras. Il va falloir cautériser la plaie. Pas une ça aurait jambe. pu être pire. Les 2 jambes, ça serait plutôt la France et l'Allemagne. Donc l'Europe va continuer à marcher avec tous les autres pays, 27. C'est un divorce. Comme dans tout divorce, on n'appelle pas les avocats tout de suite et le juge ne prononce pas le verdict immédiatement. Donc que ça on fait en tout cas la demande de divorce en amont. C'est compréhensible. Le fait qu'il y ait eu un changement de Premier ministre programmé l'explique aussi en partie. Simplement, comme dans tout divorce, il y a des actes symboliques qui sont posés. On fait chambre à part ou on déménage. Vous voyez, un sommet à 27, le commissaire britannique démissionne. Et ça ne fait que commencer. Et puis, il y a quand même un autre calendrier qu'il ne faut pas oublier, qui est le calendrier économique. Ce qui est en question, désormais, ce n'est pas tant le fait qu'il va y avoir un divorce, c'est de passer du divorce au Pax. Et je suis d'accord, avec un partenariat plus ou moins rapproché. Mais l'incertitude sur les contours de ce Pax
est mortifère pour l'économie du Royaume-Uni. Ça va au-delà de ce qui s'est passé ces derniers jours. Hein. La livre qui perd 10%, ça commence à se voir. Standard & Poor's a dégradé la note du Royaume-Uni. Ça faisait 40 ans qu'il avait son triple A. Il y a quand même des entreprises qui commencent à s'interroger. Si le Royaume-Uni ne clarifie pas, en liaison avec ses partenaires, ce que va être le cadre juridique dans lequel il évoluera en n'étant plus membre de l'Union européenne, ça va se retourner assez rapidement contre lui. Donc, que le Royaume-Uni règle sa crise partisane, politique, peut-être il essaye d'enrayer sa crise constitutionnelle avec l'Écosse, mais je crois qu'il doit d'abord réfléchir aux conséquences économiques et que tout cela va l'inciter, en tout cas incitera le prochain Premier ministre, à appuyer sur le bouton relativement rapidement. On va revenir sur cette situation interne plutôt tourmentée du Royaume-Uni. J'aimerais qu'on se concentre tout d'abord sur l'Union européenne, ce sommet. Gilles Pargneaux, l'eurodéputé que vous êtes, il est satisfait de ces 2 jours d'échange? Ce qui s'est passé la semaine dernière avec la victoire du Brexit est un choc politique pour tout le monde. Et ce que l'on peut constater, c'est que personne n'avait prévu cette victoire des partisans du Brexit, y compris les partisans du Brexit eux-mêmes. Ce que l'on constate aussi, compte tenu de ce que l'on voit maintenant, tant aujourd'hui qu'hier, c'est que les responsables de l'Union européenne n'avaient pas non plus pensé que ce référendum allait donner ce score en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Alors que pourtant, ça faisait depuis longtemps, depuis plusieurs mois, que ce référendum était finalement au cœur de bon nombre de questions. Et quand on a ce choc, maintenant il faut construire un divorce par consentement mutuel. On voit bien que dans les années à venir, nous aurons toujours besoin d'avoir des partenariats bilatéraux avec le Royaume-Uni. Nous aurons toujours besoin de permettre à ce que le Royaume-Uni soit avec nous dans un certain nombre de politiques. Je pense notamment en matière de sécurité, de renseignement, où on sait que le Royaume-Uni a une place particulière. Lutter contre le terrorisme, contre Daesh, on l'a vu encore malheureusement hier soir avec cet attentat à l'aéroport d'Istanbul. On voit bien que nous avons la nécessité d'avoir une concertation, y compris avec les services de renseignement britanniques, mais également la construction d'une défense. On parle d'une défense européenne. Ça fait partie des propositions pour faire un saut politique des 27. Bien, je pense que cette défense européenne devra aussi être concertée avec le Royaume-Uni. Jean-Claude Juncker, il a dit je ne vais pas serrer la main en parlant de David Cameron. Il n'est pas l'ennemi. Très bien, David Cameron ne sera pas l'ennemi demain, mais quelle place il occupera? Ça, c'est une vraie question qui est posée. Quelles seront la nature de ces liens entre l'Union européenne et le Royaume-Uni? Oui, il y a pas mal de possibilités qui existent, qui sont déjà connues. Est-ce que ce sera un scénario à la norvégienne, donc un accès au marché intérieur avec un respect des libertés, il n'y aura pas de marché commun à la carte, c'est ce qui a été dit. Oui, donc non, il y a des scénarios qui existent déjà parce qu'il y a d'autres partenariats qui existent avec la Norvège, avec la Suisse. C'est des choses qui sont connues, mais là on est quand même dans une situation totalement inédite. Je veux dire, c'est jamais arrivé qu'un pays quitte l'Union européenne. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas plus de difficultés à mettre en place ce type de relations? On peut quand même se poser cette question. Je voudrais juste ajouter quelque chose par rapport à ce sommet. Finalement, qu'il ne se soit rien passé sur le fond, c'est-à-dire, parce qu'il y avait 2 problèmes pour ce sommet. C'est qu'est-ce qu'on fait avec le Royaume-Uni et qu'est-ce qu'on fait avec l'Union européenne. Et ça, c'est les 2 axes forts qui vont nous animer pendant les années qui viennent. Mais c'est que les problèmes finalement qui ont été soulevés par les électeurs britanniques en partie, ils sont connus. Les craintes de la population par rapport à l'Europe, elles sont connues. Et finalement, je pense qu'elles sont assez semblables dans pas mal de pays. Et le problème, c'est que la réponse qui y est portée, elle est d'une part pas claire dans la tête notamment de la France et de l'Allemagne. En tout cas, ils sont pas forcément d'accord. Et surtout, ça implique malgré tout quelque chose et notamment en France, on refuse de voir, c'est que si vous prenez des décisions structurantes d'avoir une monnaie commune, des frontières communes, il y a un moment où vous devez accepter de faire de la politique vraiment en commun, beaucoup plus que ce qui est fait. Et ça veut dire
d'une manière ou d'une autre, c'est un mot qui fait bondir les Français, mais transférer des souverainetés. Et ça, c'est vraiment le problème, je dirais, central. Pour qu'il y ait une vraie réponse à ce qui se passe là, il va falloir à un moment prendre des vraies décisions. Soit on fait une Europe super à la carte, par petits projets, soit on va dans une autre direction. Je ne pense pas que c'est la deuxième direction qui va être choisie. Le fédéralisme, c'est ça Pas forcément le fédéralisme, mais au moins même avec les politiques que vous engagez, décider de les faire vraiment en commun. Et ça, pour l'instant, il y a des réticences fortes. Catherine Mathieu, sur cette Europe qu'il va falloir complètement réinventer, d'ailleurs ou pas, demain. C'est-à-dire que la difficulté, c'est qu'on n'a pas en Europe une unanimité de point de vue sur ce qu'il faut faire de la construction européenne. Et justement, le référendum britannique montre bien à quel point le Royaume-Uni s'est posé la question de rester ou pas dans une Union européenne, alors que le Royaume-Uni a choisi simplement d'entrer dans un marché commun et a toujours choisi de garder sa souveraineté en matière politique à l'intérieur de l'Union européenne. Et c'est le premier pays qui sort de l'Union européenne, celui qui avait réussi à garder justement sa monnaie, de nombreuses prérogatives en matière de législation, lui qui est toujours resté à l'écart, le pays qui est aussi le plus libéral de l'Union européenne et qui a bloqué sur un point dont on n'a pas beaucoup parlé dans la campagne, qui n'est pas le plus facile à aborder, mais qui est la question de l'immigration en provenance des pays de l'Union européenne. Donc c'est vrai que le paradoxe dans ce c'est ce qui a occupé le gros de la campagne au Royaume-Uni. Pas vraiment, parce que du côté du camp de ceux qui disaient qu'il fallait rester dans l'Union européenne, et en particulier de David Cameron, c'était l'aspect économique qui était mis en évidence, le fait que le Royaume-Uni étant à l'intérieur de l'Union européenne, bénéficiait de cet accès au grand marché. Enfin, dans l'autre camp, on a quand même promis qu'en sortant de l'Union européenne, ça serait la fin justement de ces arrivées. Alors dans l'autre camp, effectivement, l'argument qui était donné, c'était de pouvoir récupérer cette souveraineté que les Britanniques n'ont plus et qui ne peuvent plus aujourd'hui, tant qu'ils sont dans l'Union européenne, permettre de freiner l'immigration, ou ce qui était le souhait des gens du Brexit, de pouvoir l'arrêter s'ils le souhaitent, l'immigration en provenance de l'Union européenne. Donc cet argument-là, il a été probablement sous-estimé dans les débats européens et il a joué un grand rôle dans le vote des Britanniques qui sont de façon générale vraiment attachés à la souveraineté, ce qui n'est de leur pays, ce qui n'est pas le cas de tous les Européens. Yves Bertoncini, vous pensez que ce verrou qui vient de sauter aujourd'hui au Royaume-Uni avec ce vote favorable au Brexit n'est pas aussi une chance pour l'Europe de se réinventer ? Certainement, mais je voudrais insister sur le caractère britannique de ce qui vient de se passer. Parce qu'on ne peut pas dire à la fois, ce qui est vrai, que c'est tellement spécial le Royaume-Uni. D'ailleurs, il avait effectivement déjà une relation spéciale avec le reste du continent. Il avait déjà un pied dehors. Hein. Un pied dehors, un pied dedans. Il y avait un malaise tellement fort d'ailleurs que 2 ans à peine après son adhésion, il faisait déjà un premier référendum d'appartenance. Il faisait déjà un peu chambre à part depuis lors. Ils ne sont pas dans la zone euro, pas dans Schengen, etc. Donc ne traversons pas trop vite la Manche. Ce que je veux dire, c'est que, y compris d'ailleurs s'agissant de la libre circulation des travailleurs, il y avait une situation assez spécifique au Royaume-Uni parce que le Royaume-Uni est attractif. Il n'y avait pas un pourcentage de ressortissants européens si élevé. Hein. La moyenne européenne, c'est 6%. Ils sont à 7% au total d'étrangers. Hein. Donc, ce n'était pas ça. Mais ça pouvait créer des difficultés ou des tensions dans tel ou tel domaine. Ça n'arrive pas en France. Il y a moins de Polonais, par exemple. Donc, il y avait des éléments spécifiques au Royaume-Uni. Ça ne veut pas dire que de l'autre côté, l'Union européenne ne doit pas continuer sa vie. L'affichage des 6 fondateurs avait au moins ce mérite de rappeler qu'avec tout le respect qu'on doit aux Britanniques, on a lancé la construction européenne avant eux, et que puisqu'ils ont décidé souverainement de nous quitter, on va la continuer sans eux. Le Conseil européen d'aujourd'hui devait par exemple discuter de la révision de la stratégie européenne de sécurité. Il y aura des conclusions en réalité comme dans tout sommet européen, il va y en avoir. Simplement, les chefs d'État qui en discutent un tout petit peu d'habitude n'auront quasiment pas discuté. Mais ça, c'est un sujet fondamental qui va occuper les dirigeants européens. Brexit ou pas Brexit d'ailleurs, hein, avec tout le respect encore une fois qu'on leur doit, on va devoir régler le divorce et on va devoir regarder. Et vous pensez que ça doit se régler en cercle restreint, un petit comité ? Non, mais attendez, il y a un affichage, il y a une scénographie à chaque fois. Les Français, les Allemands se voient, cette fois-ci avec les Italiens. Les 6 pays se voient en ce moment, les 6 pays fondateurs, pour une raison très, très ponctuelle. C'est qu'en mars prochain, on célébrera les 60 ans du traité de Rome. Et c'est factuel, ils étaient 6 au moment de signer le traité de Rome. Et puis ensuite, on se retrouve à 27. Donc ça, quand il va y avoir une réunion à Bratislava en septembre, pour réfléchir justement à la suite, ça sera à nouveau à 27.
mais il y a toujours des regroupements régionaux. Ce qui compte, moi je crois, ce qui est vraiment déterminant, c'est que tous ensemble, on regarde vers l'extérieur, vers le monde. Parce que nous étions 7% de la population mondiale. Les Britanniques nous quittant, nous ne serons que 6% bientôt. 6, avec le déclin démographique, bientôt 5. Et donc, l'union fait la force. C'était le slogan, ça sera l'héritage amer de David Cameron, Stronger Together, plus fort ensemble. Eh bien oui, c'est ce que je crois. Et je crois qu'on ne peut en convaincre les opinions publiques en dépit de tous les éventuels problèmes qu'il peut y avoir entre la taille des cages à poules et puis l'arrivée des migrants polonais. Il ne sait pas que ce n'est pas des problèmes. Mais si on regarde le monde, peut-être que ça les relativise un tout petit peu. Pour clore cette première partie, Gilles Pargneaux, j'ai votre communiqué que vous avez rédigé au lendemain justement de ce Brexit, le 24 juin. Vous dites « La réalité est qu'il n'y a pas de véritable projet politique européen. La responsabilité des pays moteurs de la construction européenne, la France et l'Allemagne, est énorme. » Vous pensez que le couple franco-allemand, si tant est qu'on puisse parler de couple franco-allemand, puisse demain réinventer une nouvelle Europe, puisse être à la manœuvre? Cette victoire du Brexit, pour le Brexit, c'est aussi la victoire de ceux qui sont nationalistes, qui ont peur de l'avenir et qui finalement, cette victoire est révélatrice des cassures que nous connaissons dans nos sociétés sur le continent européen, qu'on soit sur une île, le Royaume-Uni, ou que l'on soit dans d'autres pays. Regardons ce qui s'est passé récemment en Autriche, ce qui se passe en France, mais aussi la montée des nationalistes au Danemark, en Suède, aux Pays-Bas, en Italie, mais aussi en Belgique. Donc on voit bien qu'il nous faut ainsi retrouver cet esprit de construction européenne, cet état d'esprit pour qu'ensuite nous puissions partager. Cet état d'esprit qu'on a connu en Europe. 10 ans de présidence Jacques Delors de la Commission européenne. Vous vous souvenez que nous avions un certain nombre de propositions, Jacques Delors, sur non seulement la politique agricole commune, mais sur les politiques de cohésion, faire en sorte que nous puissions avoir un projet de société en commun. Or, malheureusement, ces dernières années, on s'est, et là je le constate depuis 2009 en tant que député européen, c'est finalement les politiques nationales qui l'emportent à chaque fois. Et donc maintenant, il nous faut retrouver cet état d'esprit que je qualifie de delorien, que nous avons connu dans cette construction européenne. Et comment on doit construire ce projet de société européen? Eh bien, en faisant un saut politique. On a des politiques de protection en matière énergétique, en matière de santé, en matière de sécurité alimentaire. Nous devons aussi faire en sorte que sur la sécurité et la défense, nous puissions aussi avoir un projet commun. Et puis, comme je l'ai dit aussi dans mon communiqué, il nous faut un saut fédéral dans la zone euro, pour la zone euro. Faire en sorte que nous puissions avoir, là encore, une équité fiscale, une gouvernance économique pour que chacun se situe dans ce projet infra-européen, puisque nous sommes dans une coopération renforcée au sein de la zone euro. Gilles Pargneaux, direct de Vienne, merci, vous restez avec nous. Vous restez également avec moi sur ce plateau. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce débat.